Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Giorgos Kyriakodis. Je viens de l'équipe du CSTB qui s'appelle Simulabs, Simulation urbaine et laboratoire des systèmes énergétiques. Et aujourd'hui, on va parler pour la modélisation des îlots de chaleur urbains. Je vais commencer cette présentation par une petite introduction. C'est quoi le phénomène d'îlot de chaleur urbain? En réalité, c'est le phénomène où la température urbaine est plus élevée par rapport à la température rurale, à tous les sens de température, soit des températures d'air, de surface, des couches limites atmosphériques ou des sous-sols. Et ce phénomène provoque plusieurs impacts sur l'énergie, la santé, le confort thermique, soit intérieur, soit extérieur. Et récemment, il y a les publications qui montrent que la productivité des personnes a beaucoup significativement impacté, principalement pour les personnes qui travaillent à l'extérieur. Et pourquoi c'est important la modélisation des îlots de chaleur urbains? Comme vous pouvez voir sur la carte à gauche, il y a peu de villes françaises où le phénomène est très bien documenté. Donc, on connaît la distribution temporelle et spatiale, comme par exemple les isothermes dans une ville, et aussi en attendant une synergie entre les changements climatiques global et les ICU, c'est important d'être capable de fournir les données météo les plus réalistes pour l'adaptation du cadre urbain. Est-ce qu'il existe les solutions pour l'adaptation et l'atténuation contre l'effet des îlots de chaleur urbains? Bien sûr, il existe un cadre national de référence qui décrit les solutions sur trois grands piliers. Les solutions fondées sur la nature, comme par exemple les toitures végétalisées ou les installations de mini-parcs. Les solutions douces liées à la baisse de la température de consigne ou même à la transition du système énergétique, par exemple d'un climatisateur sur un système énergétique central comme un réseau thermique de froid, et aussi les solutions grises comme par exemple les revêtements en albedo enlevé ou les matériaux innovants qui peuvent être installés soit au niveau du bâtiment, soit à l'espace urbain. Et une fois encore, pourquoi c'est important la modélisation des îlots de chaleur urbains? Tout d'abord, pour évaluer toutes ces solutions, parce qu'il n'y a pas la notion de généralisation à ce sujet. Chaque solution ou bouquet de solutions, c'est spécifique pour une zone urbaine, et aussi d'effectuer les études perspectives, par exemple de comparer une carte d'étude de référence avec un scénario perspective, soit en termes de météo ou d'extension des projets d'aménagement. Et comme les phénomènes s'articulent aux plusieurs échelles spatiales et temporelles, on a développé une méthodologie pour couvrir toutes ces échelles. On commence par l'échelle macro, donc l'échelle de la ville, dans laquelle on peut identifier les zones urbaines les plus vulnérables aux îlots de chaleur urbains. Et une fois qu'on a détecté ça, on peut zoomer à l'échelle méso et identifier les quartiers les plus vulnérables avec une modélisation plus poussée basée sur la physique. Et là, on peut soit générer un nouveau fichier météorologique spécifique à chaque quartier, ou aller encore plus loin à l'échelle micro, dans laquelle on a développé un outil couplé entre l'environnement interne et externe, dans laquelle on peut évaluer les stratégies d'atténuation et d'adaptation. À tous ces efforts, on n'est pas seul, on a un groupe de partenaires qui consiste par les labos du CNRS ou international, et les départements R&D et aussi les startups, soit de l'État, soit des entreprises privées. Et si on veut associer chacun de ces échelles, donc chacun de ces outils qu'on a développés avec les utilisateurs, on peut par exemple associer l'outil de l'échelle macro avec les pouvoirs publics et des collectivités, l'échelle méso avec les aménageurs du parc et l'échelle micro avec les boîtes d'ingénierie. Je passe maintenant à la description de chacun de ces outils et dans un projet lié
accéder à l'utilisation. On commence par l'échelle macro. On a développé un outil cartographique des îlots de salaire urbains basé sur une méthode géospatiale robuste et validée pour 40 villes à l'Europe. Et ces modèles prennent en compte tous les aspects qui provoquent le phénomène d'ICU, comme les caractéristiques de la ville, les caractéristiques géométriques des rues type canyon, les émissions de salaire par les bâtiments et bien sûr les données météorologiques. C'est quoi l'avantage de cet outil? C'est qu'il fait un calcul très rapide, donc on peut tester plusieurs scénarios de planification et de l'appliquer au niveau national. Un projet lié à cet outil, c'est le projet SAT4BDNB en cours, labellisé par la Comité international Space for Climate Observatory. Et dans ce projet, on a couplé plusieurs bases de données, notamment la base de données nationale du bâtiment, avec les données satellitaires qui concernent l'albédo, les données de la population, les cartes d'occupation des sols, les données spatiales pour les zonage du pays et bien sûr les données météo, avec l'objectif de construire 4 nouveaux indicateurs. Un indicateur lié à l'intensité maximale des îlots de salaire urbain, un deuxième indicateur qui peut nous donner les solutions optimales en termes d'atténuation du phénomène et de l'associer avec un coût d'investissement, et un quatrième indicateur lié au stress thermique de la population. Toutes ces données seront intégrées à la base de données nationale du bâtiment, donc on peut dire qu'on rajoute une couche supplémentaire du milieu urbain dans une base de données liée au bâtiment, et comme ça, chaque décideur peut avoir un indicateur du risque d'ICU pour chaque bâtiment en France. En parallèle, toutes ces données seront disponibles comme open source à partir de septembre 2024. Et on a déjà livré des jeux de données qui concernent une carte nationale de l'albédo et une carte d'occupation des sols même nationale. Je passe maintenant sur l'échelle meso. On utilise l'outil qui s'appelle Urban Weather Generator. C'est un outil développé par le MIT aux États-Unis qui en fait a comme objectif de construire un nouveau fichier météorologique spécifique à chaque quartier basé sur les données d'entrée du station météo de l'aéroport. À quoi ça sert? C'est quoi l'avantage de cet outil? C'est qu'il peut être facilement connecté à tous les outils qui font la simulation thermique et dynamique du bâtiment et de les connecter aussi avec les bases de données existantes pour récupérer les données d'entrée. Un projet lié à cet outil, c'est le projet RENOptim du CSTB. L'objectif est de fournir un nouveau fichier météorologique spécifique à chaque bâtiment qui prend en compte l'effet d'ICU. Et pour le faire, on a développé un module qui s'appelle Connector. Je vais très rapidement présenter le workflow de ce module. Imagine qu'on a un bâtiment. On peut le géolocaliser et chercher de trouver les données rurales les plus proches. Et une fois qu'on a fait ça, on peut imposer les limites des domaines qu'on veut étudier. Et ça, après, on peut requêter les bases de données qu'on a développées sur le projet SAT4BDNB pour trouver les données nécessaires et construire les données d'entrée et réaliser une simulation Urban Weather Generator qui donne comme résultat les nouveaux fichiers météorologiques qui peuvent être utilisés sur la simulation thermique dynamique du bâtiment. Un exemple de cet outil, sur le projet RENOptim, on a découpé la ville de Paris sur plusieurs petits carrés et on a évalué l'augmentation relative des degrés de refroidissement pendant la période estivale. On peut observer que l'effet est plus significatif au centre-ville avec une augmentation qui peut atteindre 30%.
Je passe maintenant sur l'échelle micro et l'outil qui s'appelle Envibat, Environnement et Bâtiment, qui en réalité c'est un outil couplé entre un modèle du rayonnement assez sophistiqué, un outil aérolique, un outil qui fait la simulation thermique dynamique du bâtiment et des systèmes énergétiques, et un outil du canopé urbain. L'objectif de cet outil, c'est de comparer et quantifier les stratégies d'atténuation en termes de confort thermique, soit intérieur, soit extérieur, et bien sûr d'évaluer l'impact du microclimat à la consommation d'énergie. Des projets liés à cet outil, je commence par le projet P2Bure réalisé pour la ville de La Rochelle, pour un quartier dans la ville de La Rochelle. L'objectif était d'évaluer l'impact d'ICU sur la consommation d'énergie, mais aussi l'impact des systèmes énergétiques sur la température d'air extérieur. Pour le faire, on a testé des solutions de refroidissement, de climatisation, une solution locale, donc climatisateur et émission de salaire dans les sites, dans les quartiers, et une solution centrale comme un réseau thermique de froid. 3 points à retenir. Tout d'abord, si on considère les ICU, sur le cas des climatisateurs locaux, l'augmentation est plus significative et cet effet est associé sur les rétro-effets qui provoquent l'utilisation des climatisateurs, comme par exemple parce qu'en réalité, il est mis la salaire à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder à cette carte-là. Par exemple, on peut observer la différence de température d'air au niveau des piétons. Et on peut atteindre sur une différence maximale jusqu'à 2 degrés, ou si on veut avoir la valeur moyenne, c'est approximativement 0,6 degrés. Et troisième point, c'est que dans le cas des réseaux de froid, il y a toujours une pénalité sur l'énergie à cause des essences conductives entre les réseaux et le sol. Et je passe maintenant sur le dernier projet associé à cet outil. C'est un projet collaboratif avec Saint-Gobain. L'objectif était de tester différents types de vitrages sur plusieurs typologies de bâtiments. Donc, en termes d'énergie et confort thermique extérieur. On a testé 4 solutions de vitrage. La première, c'est une solution proposée par Saint-Gobain. C'est un vitrage rétro-réfléchissant. C'est quoi la rétro-réflexion? Vous pouvez voir cette schéma qui montre l'effet. En réalité, la partie réfléchie d'énergie va vers le ciel. Donc, pas sur les bâtiments, d'autres bâtiments du quartier ou dans la rue. Et qu'est-ce qu'on a montré à ce projet? En termes d'énergie, on peut avoir, pour les bâtiments commerciaux où le taux de vitrage est assez élevé, une diminution de consommation d'énergie jusqu'à 15%. Et si on les compare avec les solutions réfléchissantes, on a une diminution des besoins de refroidissement jusqu'à 8%. Mais en même temps, on a une amélioration du confort thermique à l'extérieur, comme on peut regarder observer à cet diagramme, qui atteint la valeur en termes de température radiante moyenne de 4 degrés. Juste pour information, cette étude a été gagnée le meilleur prix de présentation sur les conférences internationales des îlots de salaire urbain et s'est intégré au projet annexe de International Energy Association qui s'appelle Sustainable Cooling in Cities. Et pour conclure, 3 échelles spéciales, 3 outils développés, échelle macro qui peut nous fournir un indicateur de risque ICU pour chaque bâtiment en France, échelle meso, outil Urban Weather Generator, capable de fournir un fichier météorologique spécifique
pour chaque bâtiment. Et c'est l'outil Envibat qui peut évaluer les stratégies d'adaptation et d'atténuation. Et si j'ai encore 10 secondes, si vous êtes intéressé au sujet, je vous invite à participer au projet CAP 2030 sur le groupe de travail 8, SUTAS 3, dans laquelle on a comme objectif d'ouvrir la voie à l'inclusion des îlots de salaire urbains sur la réglementation thermique nationale. Merci beaucoup. Merci, Georgios. Eh bien, nous voilà au moment des questions. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle, pour commencer? On peut commencer par le chat, pour changer. Alors, du côté du chat, est-ce qu'on a des questions ou des remarques? Est-ce qu'on a un micro, déjà? Nous avons un micro. Alors, c'est une question qui fait le lien entre la présentation précédente et celle de Yorgos, et qui se termine par faudra-t-il augmenter le nombre de clims dans chaque logement au fur et à mesure où le nombre de clims dans le quartier sera augmenté? Je la reformule. Ah ouais, alors oui. En gros, c'est le lien entre le fait, et Yorgos en parlait tout à l'heure, le fait que chaque climatisation va relarguer de la chaleur dans l'espace urbain. Et donc la question, c'est effectivement, faudra-t-il rajouter de la clim pour rafraîchir les logements au fur et à mesure où l'ensemble de la population va rafraîchir et climatiser et donc relarguer des calories à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un risque de course en avant un peu sur les climatisateurs? En réalité, je pense qu'on ne peut pas éviter l'utilisation des climatisateurs. Et si on peut diminuer un petit peu la consommation, par exemple, si on peut adapter notre bâtiment pour utiliser moins la climatisation, ce serait mieux. Et si on peut passer sur les solutions centralisées dans lesquelles le mis du chaleur va dehors de nos villes, ce serait, je crois, la solution parfaite. Très bien. Très bien. Tu peux redonner peut-être les chiffres aussi? Allons-y, bien sûr. Le delta de température attendue dans les villes en période de canicule, lorsque la totalité de la population sera climatisée? Allons-y. Ça, moi, je ne sais pas de répondre à cette question, mais il y a les études, par exemple, pour toute la ville de Paris, on attend une augmentation d'à peu près 2 degrés à cause du fait de l'utilisation du climat. C'est conséquent. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Oui? Non? Bon, très bien. Côté du chat, est-ce qu'on a encore une ou deux questions? Pour une fois que le chat a davantage de questions que la salle, on va en profiter, peut-être. Est-ce qu'avec les outils que vous développez, est-ce qu'on peut mettre en avant ou pas l'étude, pardon, je vais formuler autrement, est-ce qu'on peut étudier la ventilation naturelle nocturne avec les outils que vous développez? Oui. On a une thèse en cours qui, en fait, a couplé l'outil que j'ai montré précédemment du microclimat avec un autre outil du CSTB, Nodal, qui est capable d'évaluer les débits d'air. Donc, cette thèse va être soutenue novembre prochain. Et en réalité, on prend en compte la ventilation naturelle nocturne. On a les résultats qui montrent qu'on peut diminuer même le confort thermique à l'intérieur avec une petite augmentation de la température extérieure à cause du fait qu'on bouge, on peut dire, la chaleur de l'intérieur à l'extérieur. Parfait. Je crois qu'on a une dernière question dans la salle, tout en haut. On vous écoute. Ici. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Et je me demandais... Ici. Fond à droite, là. Bon. J'étais en blanc, pourtant. Je me demandais quel était le couplage possible entre donc, ces modèles et l'étude du bâtiment en tant que tel, donc vraiment la STD, et voilà. Comment est-ce qu'on fait pour coupler tout ça? De les coupler? Comment on peut intégrer ces études de microclimat
dans vraiment la simulation thermique dynamique? En réalité, cette scène de calcul peut être utilisée comme outil standalone, mais on peut coupler tous les trois sur une étude. Donc, il y a deux types de couplage qu'on peut faire, soit un couplage asynchrone, dans lequel, par exemple, on produit un nouveau fichier météorologique qui prend en compte les phénomènes d'ICU et après l'utiliser sur un outil qui fait l'STD. Soit on peut découpler activement et chaque pas de temps d'itérer entre les modules et d'être capable aussi d'évaluer les rétro-effets de tous les phénomènes.